Et on va commencer par remercier le Gaulois. Comme je disais tout à l'heure, ça n'a pas été très simple d'organiser cette rencontre avec Johanna. Et on remercie infiniment le Gaulois de nous accueillir à sa terrasse. On vous remercie également pour votre présence, parce que à l'heure où Vincent Bolloré rachète méthodiquement tous les auditeurs, on s'aperçoit que les lieux de libre expression deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Et donc votre présence à cette terrasse dans des conditions météorologiques très difficiles marque la résistance qu'on a par rapport à la situation qu'on connaît actuellement. Et puis donc c'est une raison supplémentaire aussi de remercier le Gaulois. On remercie la librairie Le Blason, qui est situé juste en face du Gaulois et qui est donc présent à la terrasse pour proposer les livres de Johanna, qu'elle acceptera de dédicacer à la fin de notre rencontre. Et puis bien sûr, merci à Johanna d'avoir répondu à notre invitation. Elle vient de Paris, mais elle voyage entre Paris et Marseille. Mais en tout cas, merci Johanna d'être... On est quand même un certain nombre à se dire, mais qui est Johanna Silva ? Eh ben, elle a pendant 5 ans travaillé aux côtés de François Ruffin, l'épaulant dans son ascension depuis les colonnes du journal Fakir jusqu'au banc de l'Assemblée nationale, endossant au passage le rôle de productrice de Merci Patron, d'organisatrice de Nuit debout, et on y reviendra, et d'animatrice d'une campagne électorale hors du commun. Et pour ceux qui sont lecteurs du Fakir, il y a eu un numéro spécial sur cette campagne, et c'est vrai que c'était une campagne assez décoiffante. Je pense que Johanna en parlera également aussi. Donc avec ce livre, elle nous offre une plongée fascinante dans les coulisses du militantisme dopé par l'énergie de l'amitié et du soin. Alors, un petit extrait d'une lettre qui m'est arrivée, encore une fois, je ne sais pas comment c'est arrivé dans ma boîte mail, d'un Manuelo Cavallo, que tu dois connaître. Hein. Et voilà ce qu'il dit du livre de Johanna. Il s'agit d'un texte puissant, prenant, qui comporte plusieurs dimensions. On peut le lire comme un essai introspectif, un récit d'expérience militante, une réflexion féministe ou encore comme l'archive vivante d'une séquence politique qui court sur la dernière décennie. Peut-être aussi comme la réappropriation d'une parole, l'exploration d'une voix, la tienne Johanna, et l'entrée par effraction dans un champ nouveau dont les contours se préciseront par la suite. Donc avant d'éditer ton manuscrit, je pense que tu en as discuté un peu avec François. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Bon, déjà, je voulais aussi, moi, vous remercier tous d'être là parce que je sais à quel point c'est difficile de sortir avec un tel Mistral et je suis ravie que vous ayez bravé ces conditions extrêmes. Oui, alors voilà, c'est vrai que j'ai parlé assez... Pas tout de suite du livre à François, mais quand j'ai commencé à envoyer le livre à des maisons d'édition, il m'a semblé important de lui envoyer parce qu'il me semblait que ça faisait partie du soin que je défends, que de lui faire lire ce livre qui allait potentiellement avoir un impact sur sa vie ou sur sa carrière politique. Et du coup, je lui ai fait lire il y a presque 1 an, en fait, maintenant. Enfin, je lui ai proposé de le lire il y a presque 1 an. Au début, il ne voulait pas le lire. Et il a fini par le lire et j'ai reçu un jour un message qui disait qu'il avait trouvé ça beau et que malgré tout, il comprenait pourquoi je l'avais écrit, même s'il n'était pas forcément ravi de sa publication, parce que je pense qu'il avait peur, en fait, parce qu'il y a un certain nombre... Enfin, je le dépeins. Enfin, il est présent dans mon livre. C'est pas le personnage principal. Pour une fois, c'est moi le personnage principal, même si j'ai encore du mal à le dire malgré tout. Mais c'est une sorte de personnage secondaire, mais il est là. Je le dépeins sous des traits à la fois flatteurs et à la fois pas flatteurs.
Moi, mon but, ça n'a jamais été d'attaquer François par... Enfin, il porte pas tous les maux du patriarcat sur ses épaules. Après, je trouve ça important que lui et les autres hommes politiques et les dominants en général se posent des questions. J'espère qu'il le fait aujourd'hui. Je n'en sais rien parce que je pense que justement il avait peur, mais je crois pas qu'il ait beaucoup été attaqué à la suite de la publication. Et je ne sais pas si vous avez vu des réactions, et moi je n'ai pas vu des réactions de sa part ni de la part d'autres hommes politiques. J'en attends, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, je crois que ça n'a pas été très difficile pour toi de trouver un éditeur. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui. Alors, c'est vrai que le monde de l'édition est un monde quand même un peu particulier. C'est assez mondain, etc. Donc, comme la plupart des gens qui ont écrit un livre, qui ont publié un livre plutôt, j'avais un contact. Et c'est par connaissance que mon livre est arrivé dans la boîte mail de la personne qui a écrit la lettre que Dany a lue. Et c'est en fait le mail qui m'a envoyé en retour de mon mail où je lui avais envoyé mon manuscrit. Donc j'ai eu un éditeur qui m'a tout de suite dit oui. Après, je l'avais envoyé à plusieurs éditeurs et il y a beaucoup d'éditeurs qui m'ont dit non aussi. Les éditeurs qui ne me connaissaient pas m'ont dit non et je sais pas, enfin voilà, là j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un oui rapidement, mais je sais pas si ça aurait été si facile parce que je pense que c'est quand même un livre qui faisait peur, parce que ça parle de politique, parce que ça parle de domination aussi, un peu quelque part de violence, même si c'est pas des mots que j'emploie forcément. Et enfin voilà, moi je suis contente qu'il soit publié, mais c'est vrai que le monde de l'édition reste quelque chose de compliqué et je me suis frottée aussi à des éditeurs. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de négociations et ça n'a pas toujours été facile pour être honnête. Voilà. Alors, comme j'ai lu le livre, je peux faire une affirmation qui est la suivante. C'est que L'amour et la révolution, c'est un titre qui colle magnifiquement au livre. Oui, alors c'est marrant, j'ai bien conscience qu'il est grandiloquent, hein, je tiens à le dire. Je l'ai pris avec... En fait, j'avais le titre du livre avant même de l'écrire, notamment parce que j'ai toujours dit à mes colocs, j'en parlais avec mon collègue et je disais, mais en fait, moi, les 2 piliers de ma vie, c'est l'amour et la révolution. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et c'est vrai que c'est un peu des catégories que je mobilisais comme ça. Enfin, je me souviens que quand on a organisé Nuit debout, j'avais un dossier dans mon ordinateur qui s'appelait La Révolution, pour faire simple. Et c'était un peu comme ça des catégories que je mobilisais pour me donner du courage, alors même que j'avais déjà un certain recul dessus, parce que c'était de l'ordre du fantasme. Voilà, la révolution, on en parlait au XXe siècle sérieusement. Je crois qu'au XXIe siècle, on en parle avec un peu moins de sérieux. Et voilà, je savais que je pense justement que dans ce livre, il y a une tension entre la lucidité et le fantasme. Et ça m'a plu qu'elle soit présente dès le titre. Et il y a autre chose, il y a un troisième niveau de lecture qui me semble être important, c'est que ce qu'on peut, j'ai retrouvé aussi une forme d'amour et une forme de révolution dans l'écriture. L'amour, non pas par la relation qui m'a liée à François, mais plutôt par la relation qui m'a reliée à tous les autres militants, que ce soit les militants de Fakir ou les militants de la fanfare ou mes amis et l'équipe de Fakir, etc. Et parce qu'il me semble que c'est une force d'action assez importante et qu'elle nous aide à... Enfin, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce que vous vous aimez les uns les autres et que vous aimez Dany et que Dany vous aime, et je sais pas, quelque chose comme ça. Et que si on se, retrouve au milieu du Mistral, c'est parce qu'il y a aussi cette force-là qui nous meut, et découvrir l'importance et la joie qu'il y avait dans... Enfin, je le savais, mais la redécouvrir par l'écriture est aussi comme quelque chose de central dans l'action politique et dans les buts politiques qui sont les nôtres. C'est quelque chose que j'avais envie de défendre. Et la révolution, ça a été aussi justement la révolution d'écrire et de me mettre à cette place-là et de me présenter, de me sentir
pour la première fois comme un sujet politique agissant. Et pour moi, ça, c'était révolutionnaire. Et c'était aussi ça qu'il y avait dans ce titre-là. Voilà, ça fait beaucoup de choses. C'était important qu'on parle du titre. Hein, donc, voilà. Alors, nombreuses sont les personnes, puisque le livre est vendu depuis 1 mois et demi. Donc, il commence à circuler. Il est pas mal lu. Donc, il y a pas mal de personnes qui t'ont contacté et qui ont exprimé la façon dont ils ont reçu le livre, c'est-à-dire qu'ils l'ont lu d'une traite et que ça les a quand même très ébranlés. Donc, quand tu reçois des informations comme celle-là, qu'est-ce que ça provoque en toi? Alors, c'est vrai que un des commentaires assez communs à tout le monde, c'est que c'est la lecture d'une traite en quelques jours. Et moi, je suis assez heureuse de ça parce que moi, je suis une grande lectrice et je suis une grande lectrice de romans et pas d'essais, même si j'essaye de m'y mettre. Et c'était important pour moi d'écrire un livre qui j'avais envie que les lecteurs ou la lectrice soient emportés dans ces années-là avec moi et vivent les choses que j'ai vécues un peu voilà, dans ce tourbillon que j'ai vécu un peu de la même manière. Et je suis assez heureuse, que ce soit cette expérience-là de lecture qui soit celle qui me soit renvoyée. Après, on me dit beaucoup que j'écris bien aussi, ce qui me fait extrêmement plaisir aussi, je dois le dire. Et qu'on espère que je continuerai à écrire. Et c'est une chose que j'espère aussi, qui demande pas mal de force. Et que même si j'en ai trouvé dans l'écriture de ce premier livre, je sais que je peux pas la perdre, mais là, il faut tenir la barre. Mais je pense qu'en tant que militant, vous savez ce que ça veut dire. Et non, ça donne du courage. Et bon, voilà, là, ça fait déjà 1 mois et demi, mais ça reste court, c'est beaucoup d'émotions. Donc, on va voir comment les choses retombent. Alors, maintenant, je vais vous demander d'éloigner les enfants, s'il y en a, parce que il y a une ligne de gros mots, une seule ligne, donc je pouvais pas la louper. Donc, Johanna, c'est Johanna qui s'exprime et elle dit aux militants qui sont en sa compagnie, vous vous branlez un peu la nouille, non? Tout le monde a bien entendu? Hein? Bon, non? Vous vous branlez un peu la nouille, non? C'est dans le livre, hein, donc... ouais. Et cette phrase a été déclencheuse, donc si tu peux parler de ce déclenchement. Bien sûr. Alors, j'avais rencontré François l'été d'avant et il m'avait... Donc, ça faisait un moment qu'on se voyait et il m'a proposé de venir à une réunion de travail. Et alors, évidemment, il y avait... à Fakir, il y avait beaucoup de garçons, principalement des garçons. Et là, c'était une réunion où il y avait 5-6 garçons et moi, où ils discutaient d'un projet qu'ils avaient et puis ils bavassaient comme ça. J'ai attendu 1 heure avant de prendre la parole. Et au bout de cette heure-là, François m'a demandé ce que j'en pensais. Et moi, je trouvais ça formidable, mais il se passait rien, en fait. Il mettait rien en œuvre, il prenait pas des décisions et tout. Donc, je lui ai dit, c'est super comme projet, mais vous vous branlez un peu la nouille, là, non? Et à partir de là, François m'a nommé chef de projet. Et très vite, les choses ça a été le début de l'histoire de mon engagement à Fakir. Et c'est vrai que je pense que c'est un... Bon, la phrase en soi, elle est comique parce qu'elle est un peu vulgaire comme ça, mais c'est un peu anecdotique. Mais c'est aussi... Ça a été très vite ma place à Fakir que de mettre les choses en œuvre, de les faire exister dans leur réalité. Je veux dire, ça existait avant, ils avaient déjà fait beaucoup de choses avant, mais il y avait ce phénomène où les garçons avaient toujours la flemme de faire des trucs chiants. Et moi, j'ai pas eu la flemme. Et je pense que si j'ai pas eu la flemme, c'est parce que j'étais une fille et que j'avais appris à faire ce qu'il y avait à faire et pas à faire ce que j'avais envie de faire. Je suis pas sûre que ni l'une ni l'autre de ces comportements soient les meilleurs, mais en tout cas, il me semble que c'est un problème que je pense que les femmes... Alors évidemment, c'est caricatural, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans des structures militantes qui portent la mise en œuvre des choses, ou celles qu'on appelle les petites mains, etc. Et je pense que c'est quelque chose à interroger. C'est ce que j'essaye de faire dans le livre. Alors,
Je ne sais pas comment faire. Si je commence par la lecture ou je pose ma question, je vais peut-être commencer par quelques lignes de lecture. Alors, on est à une manifestation à la Bourse du Travail à Paris. Il y a 600 personnes. Bon, les choses se déroulent tranquillement. Et puis, on arrive à la fin de la rencontre. Et donc là, tu te rends compte que ça tourne un peu en rond. Les appels incantatoires à la grève générale reprennent. Et là, c'est moi qui me fatigue. Moi, étant Johanna. J'ai peur de voir cette énergie se dissiper, que tout le monde rentre chez soi et qu'il ne se passe rien. Il faut la capturer pour lui donner une forme. Je me tourne vers François et comprends à son visage crispé qu'il n'y a plus rien à attendre de lui. Allons au plus simple. Je me saisis du micro et que celles et ceux qui veulent s'organiser me retrouvent au Côte d'Azur, juste en face. On commencera à réfléchir. Un signe à la fanfare et la musique résonne, sonnant du même coup la fin de la soirée. La salle se vide peu à peu. Et là, c'est le début de Nuit debout. Tout à fait. Non, je pense qu'on a tous connu des AG très longues dont on sort sans trop savoir ce qui s'est décidé. Et moi, j'avais jamais lu dans un livre cette expérience-là. Donc, c'est des choses que j'ai essayé de retranscrire en évitant d'être moi-même un peu ennuyante. Donc, j'espère que j'ai réussi. Et c'est vrai que c'est comment on transforme toutes les grandes idées, tous les grands discours en une action véritable, etc. Et ce jour-là, des 600 qui étaient en AG, on était 15 ou 20 autour d'une table au bistrot à la fin, dont une personne est en face de moi aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle a accepté toute personne voulait s'occuper de la commission bouffe, qui est quand même super relou. Et je me souviens qu'elle avait accepté à contre-cœur et qu'elle s'est retrouvée à gérer ce truc-là pendant des mois. Alors que c'est quand même une tâche difficile, mais en même temps, s'il y avait 100 commissions bouffe, on s'en sort pas parce qu'en fait, les gens ont resté pendant des heures. Les gens buvaient de l'alcool. C'est con, mais c'est mieux de boire de l'alcool le ventre plein que le ventre vide. Et c'est vrai que j'ai eu envie de rendre hommage parce qu'en fait, pour une idée politique, il faut des centaines de gens qui la mettent en œuvre. Et on n'en parle pas souvent de ces gens-là. Et je sais que vous en faites partie sûrement. Et c'est quelque chose... Enfin voilà, c'est des gens que j'ai essayé de mettre en avant dans ce livre. Et ça me semble aussi important... Parce que c'est aussi là que se niche le lien et la puissance dans ces moments-là et dans ces tâches-là. Et c'est aussi ça la politique, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas seulement des grandes idéologies, c'est aussi ces moments-là qui mettent en action nos idées et nos idéaux et nos valeurs. Donc on est au tout début, c'est la genèse de Nuit debout. Tu mets en place l'organisation. Ça devient ce que chacun sait, hein, la place de la République occupée dans sa totalité pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et toi, progressivement, tu t'effaces de l'organisation. Comment tu as vécu ça ? À vrai dire, je ne l'ai pas vécu très bien parce que je me souviens en fait, donc le 31 mars, Nuit debout, je me souviens que j'avais dû... ça faisait des semaines que je me mettais à la pression pour trouver des barnums parce qu'il allait pleuvoir et je cherchais absolument des barnums et j'en dormais plus la nuit parce que je cherchais ces barnums partout et voilà. Peut-être que vous avez vécu ce genre de moment où on devient un peu fou. Et ça a été un succès au-delà de nos expériences. On s'était un peu interdit de penser la suite parce que c'était déjà beaucoup d'énergie de penser ce soir-là. Et en fait, dès le lendemain, il y a eu un appel à y retourner et je me souviens que je m'étais dit ok super mais moi j'en peux plus, j'ai pas envie de m'en occuper et j'étais arrivée et il y avait déjà une sono alors que c'était pas moi qui m'en étais occupée et j'avais été à la fois étonnée, contente et un peu déçue et voilà l'organisation m'avait dépassée et c'était à la fois c'était chouette et à la fois comme toute la légitimité de ma présence dans cet espace politique reposait sur le fait que je m'occupais de la logistique,
le fait de plus pouvoir m'occuper de la logistique pour des raisons de fatigue, et je pense que vous avez en tant que militant, on est aussi exposé à la question du burn-out militant, de craquer, quoi. Et je pouvais plus m'en occuper et je voyais pas quoi d'autre. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre dans cet espace? Et ça aussi, je pense que c'est un problème parce qu'il m'est jamais venu à l'idée de seulement écouter, de parler de politique avec les gens, par exemple, de prendre la parole, d'organiser autre chose, d'autres types de gens, d'autres types d'événements. Et du coup, il m'a semblé que... Enfin, j'ai relu plus tard la chose en me disant mais c'est un problème de n'avoir une légitimité politique que par le rôle logistique que je prenais à ce moment-là. Voilà. Alors, avant de vous passer la parole, c'est pas une question, c'est une remarque. Et là, vous verrez, vous toucherez toute la générosité de Johanna. C'est la première fois que j'ai trouvé dans un livre les remerciements. Bon, ça, c'est classique. Mais les remerciements font 7 pages et demie pour ce livre. 7 pages et demie. Toutes les personnes sont citées avec un petit mot sympathique. Voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire. Oui, alors les remerciements, c'est marrant, je pense que je les ai écrits dans ma tête avant même de commencer à écrire le livre. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi parce que, alors évidemment, écrire un livre, c'est une activité extrêmement solitaire, mais j'aurais jamais réussi. J'ai tout de suite fait relire à des gens, à des camarades, à des amis, à plein de gens, et sans eux et sans elles surtout, qui ont passé beaucoup de temps à relire, à me faire des remarques et à me faire avancer, à faire en sorte qu'on avance ensemble dans les réflexions, j'aurais jamais réussi à arriver au résultat actuel. Et j'ai trouvé ça important de rendre hommage. Enfin, justement, j'ai un peu retrouvé ce sentiment d'à la fois être au centre de mon action, d'être sujet de ma vie, de prendre les responsabilités. C'est-à-dire que chaque phrase que j'écris, voilà, sur la couverture, c'est mon nom. Chaque phrase que j'écris, je dois l'assumer, etc. Donc je suis le sujet de ma vie, j'ai une puissance d'action, mais c'est fait en lien avec... C'est pas je suis toute seule sur mon cheval blanc à vouloir combattre le dragon. C'est en lien avec tout un tas de gens. Et c'est grâce à ces liens-là que je peux être à cette place-là et que je peux être dans l'action. Et mon but dans la vie, ou mon but politique, c'est que tout le monde soit à cette place-là, dans ce réseau-là de soins et d'amitié, mais puisse agir aussi en son nom, aussi en prenant la parole, aussi en prenant ses propres décisions. C'est une utopie, sûrement, mais je souhaite que en tout cas, ce que je veux défendre, c'est d'être tendu vers cette utopie-là, et c'est ce que j'essaye de faire avec le livre, et voilà. Bien, merci. Écoutez, avant de vous passer la parole, la dédicace, on va la faire à l'intérieur. Hein, on rentrera, puis on fera comme ça. Vous pourrez discuter tranquillement avec Johanna. Maintenant, c'est vous qui avez la parole. Donc, si vous voulez intervenir, François va vous amener le micro. Ouh là là. Je me lance, je n'ai pas lu votre livre, mais j'ai lu votre portrait dans l'IB, j'ai entendu une interview de vous, mais je n'ai pas encore acheté le livre. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous avez décidé d'écrire ce livre? Parce qu'en même temps, le peu que j'en connais, et pour moi, ce qui a été compliqué à admettre, que finalement, parmi les militants politiques aux idées desquels j'adhère, on retrouve finalement les mêmes comportements les mêmes comportements un peu machistes, un peu... Bon. Et moi, qu'est-ce qu'on peut faire, nous les femmes, pour que tout ça évolue, ou c'est totalement une cause perdue? Alors, je pense vraiment pas que ce soit une cause perdue. Je pense justement que c'est une cause c'est une des seules causes qui avance énormément en ce moment. Alors évidemment, quand on se rend compte qu'on en est
On en est seulement au moment où on regarde en face les relations comme celle de Judith Godrèche entre une personne de 14 ans et une personne de 40 ans et qu'on commence seulement à trouver ça problématique. On se dit qu'il y a encore du chemin, mais le chemin, enfin, je veux dire, ça avance vraiment, je pense. Et c'est vrai que... Alors moi, j'ai commencé à écrire parce que... Ça marche encore ce truc-là ? Ouais, j'ai commencé à écrire parce que moi, j'étais bloquée dans ma vie et que je portais cette histoire-là, qui était une histoire magnifique et terrible, et que cette tension-là, j'arrivais pas à m'en dépêtrer et qu'elle me paralysait. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour déverser cette tension, c'était l'écriture. Et c'est vrai qu'il y a eu dans l'écriture, donc ça m'a fait du bien, etc., mais ça m'a fait aussi grandir politiquement. Et dans les millions de thèmes que je vais pas me lancer des propres fleurs. Dans les dizaines de thèmes que j'aborde, il y a celui de la domination masculine au sein du milieu militant, que moi, dont j'avais pas compris ni l'ampleur, ni l'effet que ça avait sur moi pendant que je le vivais et que je l'ai compris a posteriori. Et c'est vrai que j'ai eu envie, le fait aussi de comprendre, moi, ma domination intériorisée, que j'avais moi intériorisée, déjà, c'était tellement puissant pour moi que j'ai eu envie de pouvoir le partager et c'est aussi pour ça que je l'ai publié. Et ça, à mon avis, c'est déjà une première étape pour faire changer les choses. C'est la question que vous posez. Il me semble que dans la relation de domination, c'est une relation, il y a des deux côtés, quoi. Il y a la personne dominée et la personne dominante, et que la personne dominée peut retrouver, je dis pas que c'est facile et je dis pas que c'est leur faute aux dominés, mais en tout cas, il y a une possibilité de retrouver un espace d'action, de pouvoir, en mobilisant justement un certain nombre de lectures, en mobilisant justement les amis, le soin, l'amour. Et ça, je me suis, je pense, concentrée là-dessus dans le livre et j'ai essayé de porter et de mettre, de montrer cette puissance-là qui me semble très importante. Et à mon avis, c'est aussi en déployant cette puissance-là qu'à un moment, les dominants n'auront plus le choix de changer. C'est mon espoir. Et ça se vérifie aussi aujourd'hui. J'ai quand même l'impression que les choses changent. J'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qu'on peut... Le problème, c'est qu'on part de loin. Donc, évidemment, le chemin semble très long. Mais il y a des choses qu'on pouvait faire à une époque qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Et voilà, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, il faut continuer. Et j'espère que, voilà, que chaque livre, chaque prise de parole, chaque... discussion en non-mixité ou en mixité sera des pierres à l'édifice et si on fait ça dans la joie et dans la douceur, on pourra continuer à le faire longtemps en prenant soin de soi et en prenant soin des autres. Est-ce que cette écriture, ça vous a donné envie de continuer à écrire ? Et sur quoi vous auriez envie, si vous avez envie de continuer à écrire, donc sur quoi vous le feriez ? Alors, c'était vraiment une activité à la fois formidable et laborieuse. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de remettre à l'ouvrage tous les matins, remettre le travail à l'ouvrage sans qu'on sache si ça va marcher ce matin ou si ça va être compliqué. J'ai envie de continuer. Je pense que oui, j'ai envie de continuer à écrire. Après, il y a quelque chose où j'ai un doute. C'est que là, ça fait... pendant 2 ans, j'ai écrit en étant aux minima sociaux, à la fin de mon chômage aux minima sociaux. Donc, concrètement, avec 800 € par mois, j'ai réussi. Ça a pesé sur la manière dont je vivais, clairement. Et autant cette histoire, elle me bouffait un peu, donc c'est comme si j'avais pas eu le choix de l'écrire. Aujourd'hui, là, je sens pas qu'il y a autre chose qui m'habite au point de pouvoir écrire de pouvoir vivre avec 800 € par mois pour l'écrire. Donc, soit je trouve de l'argent, des bourses, etc. Je vais chercher. Enfin voilà, faut que je réfléchisse à mon modèle économique pour pouvoir continuer à faire des choses. Et après, dans les sujets qui m'habitent,
comme tout le monde, je pense qu'il y a les histoires de mes parents. C'est un peu un classique. Mais j'en parle un petit peu dans mon livre de l'histoire de mon père qui a vécu en URSS et tout ça. Enfin bon, je veux bien qu'on en parle après. Enfin, c'est encore un peu flou pour moi tout ça. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans l'écriture, c'est qu'on découvre les sujets en s'y mettant. J'en parle un tout petit peu dans le livre, mais dans le livre, je me pose un moment la question pourquoi j'ai pas écrit à Fakir. Et je dis, moi je croyais qu'il fallait avoir une idée et que écrire c'était juste transposer cette idée qu'on avait déjà dans la tête sur un papier. Et en fait c'est pas ça du tout. C'est vraiment... j'ai pu comprendre ce que j'avais dans la tête, ou j'ai même pu modeler ce que j'avais dans la tête en écrivant. Et c'est super intéressant. Et j'imagine qu'il y a d'autres formes d'art qui permettent ça aussi. Mais en tout cas, moi ça a été l'écriture et je vous encourage. Juste l'expression peut-être. Faut pas croire qu'on doit avoir des choses à dire et qu'on sait déjà à l'avance ce qu'il faut dire avant de s'exprimer, quelle que soit la manière dont on s'exprime. Donc je vous encourage tous et toutes de vous exprimer, que ce soit par la peinture ou par les films ou par l'écriture. C'est vraiment... En fait, on découvre qu'on a quelque chose à dire en le faisant. Et donc voilà, faut pas hésiter. Vraiment. C'est formidable. Alors moi, je voulais savoir si depuis que tu avais quitté Fakir et compagnie, tu avais trouvé un milieu militant dans lequel tu peux vivre pleinement l'amour de soi et la révolution. En fait, je l'avais déjà je l'ai un peu vécu à Fakir, même si c'était un peu compliqué. Mais il y avait la fanfare invisible aussi que j'avais rejoint quelques mois avant de rencontrer François. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, la fanfare invisible, c'est une fanfare de lutte et de manif qui sévit plutôt à Paris, dans laquelle j'ai joué de la clarinette, pour tout vous dire, pendant des années. Et dont je parle dans le livre aussi, parce que justement, c'est vraiment un espace de lutte. Bon, peut-être aussi parce qu'on faisait de la musique et que c'est peut-être plus facile, mais en tout cas, on est à apporter la musique dans des espaces militants. Et c'est vrai qu'il y avait énormément, même s'il y a eu des problèmes, etc., mais le soin était vraiment partagé entre tout le monde. La logistique était partagée entre tout le monde. Et il y avait quelque chose de très fluide et de beaucoup plus facile. Et en partant de Fakir, j'étais tellement fatiguée que j'ai aussi un peu perdu cet espace-là, parce que je pense vraiment qu'on peut parler de dépression à la suite de toutes ces années-là, pour plein de raisons, mais aussi par épuisement. Et là, depuis que je suis revenue à Paris, j'ai recommencé à aller à la fanfare avec un trombone cette fois, parce qu'en vrai, la clarinette, ça sert à rien dans une fanfare. Et c'est un espace qui me plaît. Après, j'aimerais en trouver d'autres, mais je suis encore très fragile. Là, j'essaye d'aider des copines à... D'ailleurs, je vous en parle. C'est donc une consultation européenne pour aider les femmes qui n'ont pas accès à l'IVG dans leur pays, d'accéder à l'IVG dans des pays où c'est accepté. Donc voilà, c'est depuis aujourd'hui ou hier, on peut signer ça. C'est mavoixmonchoix.org, donc n'hésitez pas à les signer. Ça coûte pas grand-chose. Donc j'essaye de les aider et je me rends compte que je suis très vite angoissée, anxieuse, je me sens très vite... Donc voilà, j'ai pas fini de prendre soin de moi, je crois. Et dans le livre, j'essaye aussi de parler de la question de l'épuisement et de la santé mentale, parce que je suis une bonne militante et je suis quelqu'un qui sait faire plein de choses, et en fait c'est dommage que je sois plus capable de le faire, parce que et comme tout le monde, je veux dire, là je dis parce que je parle de moi, mais je pense que c'est le cas de tout le monde, et là je suis en train de me reconstruire, et ça prend du temps, mais je trouve on n'est pas assez fort pour se passer des gens qui ont envie d'agir, et je pense que c'est justement ça aussi que j'ai envie de défendre, c'est cette question du soin pour pas qu'on se crame en cours de route, et qu'on continue à faire ça longtemps, parce que ce sera jamais fini, et c'est pas grave, mais c'est important de garder les forces sur la durée aussi.
Alors là, ce qui vient de me toucher, c'est à quel moment, en fait, quand on est militant et qu'on se donne complètement, est-ce qu'il y a le moment où justement on sent qu'on est allé trop loin est-ce qu'il y a le moment juste avant où on se dit, là, il faut que je m'arrête et que je pense à moi, malgré l'envie de penser aux autres? Bah moi je pense que je l'ai largement dépassé avant de m'arrêter, mais genre beaucoup trop au point de, enfin voilà, que maintenant il me faut des années pour m'en remettre. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend. Je pense que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. En tout cas bon moi je connais plutôt les milieux. Là ça fait 2 ans, j'ai passé 2 ans à Marseille, donc il y a un peu ce milieu militant queer. Pour qui la santé mentale et la question du soin commencent à prendre beaucoup d'importance. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui dans les partis ou dans les syndicats. Je pense que ça commence vaguement et que il faut apprendre en fait. Et il faut apprendre le plus tôt possible pour ne pas se mettre dans des situations où il faut ensuite 5 ans pour se réparer. La psychothérapie, c'est pas mal. Et... Mais en tout cas, non, moi, je l'avais pas vu ce moment-là. Je l'avais vraiment pas vu. Et voilà, je sais pas si on en reparlera, si d'autres personnes ici ont vécu ça, mais je pense que c'est des choses dont il faut parler pour que justement on arrive à reconnaître ça et peut-être à reconnaître ça chez quelqu'un d'autre en lui disant non mais là gars, faut que tu ailles dormir et rentre chez toi. C'est pas grave en fait, parce qu'on n'est pas en train de faire des chirurgies sur des personnes malades non plus. Je reste un peu sur ma faim. Pourquoi? Parce que j'ai froid et depuis que je suis arrivé ici, en fait, j'aurais voulu savoir, ce livre, vous ne pouvez pas le résumer parce que qu'est-ce que dit ce livre? Vous ne pouvez pas résumer ce livre en quelques minutes parce qu'il fait tellement froid, mais voilà, le livre nous raconte... Vous voulez que je résume le livre? Votre parcours, enfin votre séquence, voilà, le dire parce que moi je ne sais pas, ce livre, je ne sais pas. Oui, alors ce livre, il raconte, c'est vraiment un récit qui raconte... à la première personne, qui raconte les années que j'ai passées à travailler avec François Ruffin à Fakir. Et donc j'arrive en 2013, 2014. Et donc il y a tout un tas d'aventures. Il y a Merci Patron, Nuit debout. Après il y a la campagne législative où François est élu député pour la première fois. Et après il y a 1 an à l'Assemblée nationale. Et à travers ce récit-là, il y a tout un tas de thèmes qui sont abordés, qui sont le militantisme, la question de la domination masculine dans les milieux militants, la question du soin, la question il y en a plein en fait. C'est difficile à résumer en quelques mots. La question du travail militant, qu'est-ce que c'est que le travail militant, comment se sépare le travail logistique et le travail idéologique, la question de comment on œuvre ensemble, comment on met en œuvre ensemble, comment on se met en action, comment on accède à sa propre puissance d'action, et des questions de la fatigue, l'épuisement, la tristesse. Et voilà, et plein d'autres choses que vous pourrez découvrir dans le livre.